200 000. At 32,000 euros. Would you like to try one more? À 38 euros, c'est l'enchère de Brigitte. À 200 000. La Santos. À 45 000 euros. Dans les salles de vente aux enchères, il y a des passionnés, des flambeurs, des marteaux, mais surtout des objets par milliers au destin hors du commun. Au fil des enchères, retrace les histoires insolites de ces trésors. Et aujourd'hui, notre objet, c'est un dessin du peintre Fujita. Notre vente aux enchères nous conduit à Cannes sur la Côte d'Azur. Et si on y retrouve de nombreuses œuvres d'artistes ayant vécu et travaillé dans la région, comme Ben, Picasso, Domergue ou Fernand Léger, l'objet qui nous intéresse a lui été réalisé par le plus parisien des peintres japonais. Et pour en savoir plus sur cette merveille intitulée Yuki et son masseur, datée de 1927, écoutons Karine Aymar, la commissaire-priseur à qui elle a été confiée. Il s'agit d'un dessin de Tsungaru Fujita qui est fait à la mine de plomb avec des ajouts de craie sur un papier teinté qui a été teinté notamment au brou de noix. On retrouve des choses caractéristiques de l'art de Fujita et de l'art notamment des artistes japonais. On a ce trait très fin, comme le trait des calligraphes. Ce trait sans interruption qui apparaît sur le bras, sur la hanche ou même sur la chemise des personnages. Vous n'avez aucune reprise. Il y a un côté doux, tendre. Vous avez notamment dans le visage de la femme une douceur, un raffinement des traits, quelque chose de très fin. On pourrait presque le caresser. C'est quelque chose de très charnel finalement. Et ça, c'est vraiment typique de la façon dont Fujita travaille. Nous passons maintenant au lot 482, Fujita Yuki et son masseur en 1927. Une mine de plomb. Vous l'avez compris, ce dessin est une œuvre délicate. Et au moment de lancer les enchères, tout le monde espère que la croisette va succomber à ses charmes. Voilà, une des pièces importantes de la vacation, c'est une redécouverte, il est inconnu du marché. On a tous les téléphones et on y va. Et on démarre les enchères à 10 000 euros. Allez, 10 000. Y a-t-il amateur là de 10 000? Allez, 10 000 et c'est pris. 10 000. Notre vente démarre en douceur. Alors profitons-en pour tenter d'en savoir un peu plus sur l'histoire de cette œuvre imaginée par Fujita, un des artistes les plus créatifs et fantasques du Paris des années folles. Et pour rencontrer ce personnage hors norme, pas besoin de courir jusqu'à Tokyo. Car c'est à Paris, là où il s'est fait connaître, qu'habite la plus grande spécialiste mondiale du peintre japonais. Une historienne d'art qui documente inlassablement son œuvre depuis 40 ans et a même authentifié notre lot 482. Voilà la fiche du dessin, 67 sur 93, c'est un grand dessin. C'est une découverte comme on en fait régulièrement dans l'œuvre de Fujita qui a beaucoup travaillé et on en est pratiquement maintenant à recenser entre 6 000 et 7 000 œuvres de Fujita. Donc c'est énorme. Né en 1886 à Tokyo, Tsuguharu Fujita ne semblait pourtant pas vraiment destiné à la vie d'artiste. Issu d'une lignée de samouraïs, le garçon était plutôt promis à une carrière militaire comme son père, médecin et général dans l'armée impériale. Mais son tempérament très libre va vite l'amener à snober l'uniforme. Depuis l'âge de 7 ans, il habitue sa famille à être différent. C'est un personnage déjà un peu exceptionnel, très remuant, on l'appelle petite carpe. La carpe étant un poisson sacré au Japon, mais en même temps très remuant. Et quand il va annoncer à son père qu'il veut devenir peintre, ça ne va pas forcément surprendre son père. Son problème, c'est plutôt la rigidité ambiante dans un Japon encore très ancré dans la tradition. Et même aux Beaux-Arts de Tokyo, dont il sort diplômé en 1910, on lui reproche sans cesse son anticonformisme. Alors en 1913, à 26 ans, il décide de plaquer sa fiancée et son pays pour venir à Paris, et plus exactement
à Montparnasse, un repère d'avant-garde et d'artistes célèbres dans le monde entier. Il arrive dans un quartier moderne où traînent des gens assez fantastiques comme lui. Lui, il est habillé tout en lin blanc. Il a un casque colonial, des pantalons un peu courts, des bottines. Bon. Avec son look improbable, le japonais est vite intégré. Et il découvre alors un monde de créativité foisonnant auprès des autres Montparnasse, Picasso, Soutine, Chagall ou encore le dandy italien Modigliani. Les premières années à Montparnasse sont merveilleuses, où il se lie avec tout le monde. Il parle français en plus. Et très rapidement, on va l'appeler même foufou, c'est-à-dire qu'on se l'approprie véritablement. Il est très séducteur, il séduit son entourage. Exotique, excellent danseur, le japonais en profite aussi, bien sûr, pour découvrir les charmes de la capitale. Il a énormément de succès. Il y a Louise, il y a Marcel, il y a Gabriel, etc. Sont telles qui l'emmènent au cinéma la première fois, qui lui apprennent à l'embrasser, etc. Enfin bref, toutes les expériences sont permises, il se lâche complètement. Il n'a plus personne pour le contrôler, donc c'est le grand défoulement et surtout les grandes découvertes. Bref, Fujita est comme un poisson dans l'eau. Et après 3 ans de cette vie de liberté, il renonce à rentrer au Japon comme il l'avait promis à son père. En 1917, c'est même une nouvelle étape, puisqu'il épouse la peintre et modèle Fernande Barré, 13 jours seulement après l'avoir rencontrée. Mais surtout, il va enfin se faire remarquer pour son travail. Au démarrage, quand il est complètement perdu entre le cubisme, le fauvisme qui se termine, il ne sait pas très bien comment se positionner parce que son but, c'est quand même d'être le premier peintre japonais à Paris. Et c'est en 1917 qu'il dessine une centaine d'aquarelles qu'il va présenter en juin à la Galerie Chéron. Ces aquarelles, en fait, qui sont magnifiques parce qu'elles représentent des geishas avec des cheveux longs très modernes. Il les dessine avec des t-shirts et des collants. Et ce sont des espèces de danseuses, des nymphes en réalité, qui n'appartiennent ni au Japon ni à la France, mais qui sont son univers. Et ces 110 aquarelles qui sont exposées vont être vendues le soir même. Donc c'est le grand succès, en pleine guerre. S'il fait un carton, c'est que Fujita est le premier à proposer une synthèse entre l'imagerie occidentale et les techniques de son pays. Et s'il se spécialise rapidement dans les dessins de chats et les nus féminins, il leur applique toujours les principes du Nihonga. Un art dépouillé que nous décrypte Noriko Koma, enseignante à la Maison de la Culture du Japon à Paris. Chez Nihonga, on n'utilise pas de perspective occidentale. Donc, on peut dire c'est plat et on n'utilise pas d'ombre. Mais voilà, donc on explique les distances de l'objet avec le vide. On laisse vide pour que les spectateurs imaginent qu'est-ce qu'il y a derrière. Grâce à ce style, Fujita, lui, en tout cas, multiplie les ventes et s'imagine une nouvelle vie. Il offre même à sa compagne une baignoire avec eau chaude courante, s'il vous plaît. Un luxe suprême qui attire chez lui les plus beaux modèles de Paris. Mais alors, Yuki, présente sur notre dessin, est-elle justement venue prendre un bain ? Eh bien, pas du tout. Car cette jeune femme croise notre peintre quelque temps plus tard, presque par hasard. Orpheline, Lucie Badou, de son vrai nom, rêve elle aussi d'intégrer la bande de Montparnasse. Et quand elle voit Fujita assis au café de la Rotonde, son cœur vacille, comme elle l'écrira dans ses mémoires. Il était seul, avait une frange brune et épaisse, des lunettes d'écaille et une petite moustache en forme de M. Je vis tout cela dans un brouillard, car j'avais reçu le coup de foudre. La passion est réciproque, car Lucie représente pour Fujita un idéal féminin dont la peau laiteuse le fascine. Devenus amants, ils s'installent ensemble et le peintre la rebaptise Yuki, ce qui signifie neige rose en japonais.
Yuki, il l'a en lui, il l'a dans la peau, c'est le cas de le dire. Et dès qu'elle dort, comme ça lui plaît, il va la croquer. Dès qu'elle se lève aussi, il l'assied sur une chaise, il la peint. C'est vraiment sa source d'inspiration, ça va vraiment le nourrir. Notre dessin nous raconte donc l'histoire de ce coup de foudre. Une jolie romance qui va peut-être faire décoller les enchères. 10 000, 500, 11 500, 12 000, c'est sur Sacha, 12 000, 500, 13 000, 500, 14 000. Mais tandis que les prix montent, continuons de dérouler l'histoire extraordinaire de ce tandem dont l'association va bouleverser les années 20. Nous voici en 1924. La guerre loin derrière, un vent de folie s'empare de Paris au son du jazz fraîchement débarqué d'Amérique. À l'occasion du Salon d'automne, manifestation qui se tient chaque année au Grand Palais, Fujita présente pour la première fois au public un tableau de sa muse. Un événement un poil stressant pour la jeune femme. Le cœur battant, j'arrivais au vernissage. Mon grand nu était là. Et mon nouveau nom, Yuki déesse des neiges, en grosses lettres dans le catalogue. Heureusement, la toile fait un triomphe, et c'est bien normal. Car avec cette œuvre, Fujita sublime sa belle grâce à un nouveau procédé qu'il a mis au point en secret. Un jeu de transparence sur un fond blanc magique qui offre un rendu unique à la peau. Nous nous rendons à présent à Villiers-le-Bacle, dans la dernière maison atelier du peintre, afin d'en savoir plus sur cette innovation qui fait passer l'artiste au rang de superstar. Son enjeu, c'est de représenter la carnation de la peau, cette carnation particulière, un peu nacrée. Il veut que le corps humain soit représenté dans sa plus grande vérité, dit-il. Mais alors, de quoi est constitué ce fond blanc miraculeux dont le japonais gardera le secret jusque dans sa tombe? Voici un exemple d'une toile préparée non utilisée par Fujita, qui est avec ce fameux blanc. Et vous voyez peut-être que c'est une matière extrêmement lisse. On pourrait imaginer que c'est de la porcelaine. En tout cas, c'est son ambition. Nous avons passé une année de recherche avec des grands scientifiques et des grands restaurateurs pour arriver à comprendre ce qu'était cette technique. C'est du blanc en tube, qu'on appelle le blanc d'argent ou blanc de plomb, une matière très très dense, très mate. Et pour retirer ce côté mat, pour pouvoir avoir cette transparence, il va rajouter de l'huile et il va rajouter du talc. Et c'est ce talc-là, mélangé, qui va permettre d'avoir cette opalescence, cette transparence. J'essaye d'imaginer, peut-être est-ce faux, mais après tout, il a vu Yuki se maquiller. Et qu'utilise-t-on, surtout à ce moment-là, ce qu'on appelle la poudre libre. Et la poudre libre, c'est tout simplement du talc coloré. Et sur cette matière-là, il va rajouter de la peinture à l'huile, légèrement colorée. Et à chaque fois, il rajoute un tout petit peu de talc pour apporter ce côté un petit peu laiteux. Et ce côté laiteux va donner aussi cette douceur et cette beauté à ces tableaux. Très bien. Mais alors, notre croquis, qu'a-t-il à voir avec tout ça? Eh bien, il semble qu'il représente une étape dans ce processus créatif unique. Le dessin qui représente Yuki avec son masseur est un grand calque d'étude. Si il devenait une peinture, ce qui est fort probable, on ne le sait pas parce qu'on ne l'a pas encore découvert, j'espère la découvrir un jour, ça aurait été un grand tableau sur fond blanc. C'est-à-dire que Fujita se sert du calque ensuite, il le reporte sur la toile qu'il a préparée lui-même avec cette espèce de fond blanc extraordinaire. Eh bien, ça aurait été ça. C'est-à-dire qu'on aurait vu effectivement Yuki dessiné avec un petit trait très subtil noir à l'encre de Chine ou au pinceau noir, et le masseur à côté. Ça pourrait être un tableau absolument somptueux. Ça, c'est sûr. Et c'est d'autant plus vrai que grâce au succès de ces tableaux, le couple devient un phénomène médiatique.
et il va dès lors orchestrer une véritable campagne de communication afin de marquer l'histoire. Ils sont très beaux et c'est un couple métissé, ce qui est aussi assez rare. Donc tous les ingrédients sont là pour en faire un couple mythique et l'exemple de cette liberté que l'on associe à Paris dans les années 20. Pour cela, le peintre va miser sur ses talents de styliste et une bonne dose d'imagination. Lui qui a toujours une machine à coudre à portée de main, a en effet un talent particulier pour attirer les regards. C'est quelqu'un qui a un sens de la mode, un sens du détail et qui va apporter des nouveautés extraordinaires. Il va associer rayures et carreaux par exemple. Alors là, cela surprend puisque c'est le summum du mauvais goût. Quand on le voit très souvent en Marcel, c'est quand même quelque chose d'assez surprenant. C'est quelque chose qu'on n'imagine absolument pas dans ces années-là. C'est un maillot de corps, hein, très clairement. Et puis il sort également la marinière. Donc avant Picasso et avant Jean-Paul Gaultier. Donc on est vraiment dans une image qu'il construit avec des outrances qui sont la mode actuelle. Et c'est extrêmement frappant de voir la modernité, effectivement, de cet homme qui en plus porte des boucles d'oreilles. Plus grand dandy du moment, accompagné d'une des plus belles femmes de Paris, le Japonais partage alors son temps entre Deauville, le rendez-vous de la jet-set internationale, où il amuse la galerie, et les folles soirées de la capitale, où ses déguisements extravagants, autant que ses frasques en tout genre, nourrissent les chroniques mondaines. L'histoire la plus amusante, c'est certainement un jour où il arrive habillé de façon extrêmement chic pour aller à l'opéra, mais il a en guise de couvre-chef un abat-jour. Donc bien évidemment, les ouvreuses s'étonnent et s'inquiètent et il leur explique que c'est traditionnel dans son pays, le Japon. Et donc il traverse ainsi et il rentre à l'Opéra Garnier avec un abat-jour sur la tête. Donc oui, c'est un couple qui use de l'image médiatique et qui crée une image people avant l'heure. 15 000 €, madame, vous avez beaucoup de goût. 15 000 € pour ce très très joli dessin de Fujita, exceptionnel. Pardon ? 16 000. 16 000, Sacha. Non, pas 150 encore. Pour l'instant, c'est 16, ça suffira. 17 000. Sacha, c'est fini définitif ? Il voulait votre client, celui-là. Hein. Ça, c'est dommage. Hein. Ça irait bien dans sa collection. Hein. Mais avant de savoir à quel prix va peut-être être adjugée cette œuvre issue du couple le plus glamour des années 20, il nous reste à percer un dernier mystère. Qui peut bien être cet homme représenté aux côtés de Yuki ? Pour cela, nous disposons d'un indice. Une petite dédicace posée sur la toile, en bas à gauche, dans laquelle Fujita a écrit « À mon ami Moulin, mon masseur ». Mais alors, qui est ce fameux Moulin ? Et quel rôle a-t-il joué dans la vie du peintre et sa muse ? L'experte Karine Aymar, qui connaît bien ses descendants, puisque ce sont eux qui ont conservé la toile toutes ces années, a rassemblé de nombreux documents sur le personnage. Louis Moulin, il est né en 1875, d'une grande famille lyonnaise de notables, et il a choisi très jeune de se consacrer aux arts du cirque. Il a rencontré sa femme Louise très jeune, et ils sont partis aux États-Unis pour se former au métier du spectacle. Ils ont créé ce duo qu'ils ont appelé les Cleaners-Moulin, qui est devenu un duo assez prisé. Leur spécialité ? Un mélange d'humour et d'équilibrisme, comme le prouvent ces images de répétition, seul souvenir filmé de leur numéro. Pendant que Louis Moulin faisait tenir toutes sortes de choses sur son menton, son épouse, présentée comme la femme la plus drôle de l'époque, racontait des blagues ou commentait l'actualité de façon tordante. Un cocktail détonnant. Ils étaient basés à Paris, mais ils allaient partout, ils voyageaient partout. Aux États-Unis, en Amérique latine, à Baden-Baden, à Genève, en France, mais aussi en Russie, puisqu'on sait de sources sûres qu'ils ont été aussi à la cour du tsar Nicolas II pendant presque 5 ans.
Le cirque est alors une attraction très en vogue. Et si de nombreux peintres de l'époque comme Chagall ou Picasso s'en inspirent, entre Fujita et Louis Moulin, c'est une véritable amitié qui se met en place. Ils sont tous deux des personnes issues d'un milieu assez bourgeois, assez aisé, voire aristocrate. Et ils ont choisi quand même de vivre la bohème, le spectacle, le cirque, l'itinérance, une carrière qui n'est pas toute tracée. Et ils ont tous les deux ce profil-là qui semble les avoir rapprochés. D'accord. Mais alors, de quelle manière cet équilibriste star est-il ensuite devenu le masseur officiel de notre peintre japonais ? En 1924, le couple Kinners-Moulin achète une maison à Cannes, donc ils viennent s'installer dans le sud. Et donc il opère un changement de vie et il se forme au métier de masseur kiné. Il s'installe au Carlton à Cannes pour pratiquer son métier et il fait des massages aussi à domicile. Et ce qui est assez amusant et qui devait être assez novateur pour l'époque, c'est qu'il y avait des massages suédois, médical, chirurgical, kinésithérapie, rééducation, culture physique. Il signalait qu'il parlait anglais. Moulin remet en forme la croisette. Mais il n'oublie pas pour autant de rentrer régulièrement à Paris pour offrir ses services à ses amis. Il se trouve qu'à cette période, nous avons retrouvé une photo où l'on voit Fujita dans son lit être massé justement par Moulin. Et Fujita a fait une petite dédicace d'ailleurs sur cette photo. Et donc on peut voir que non seulement ils ont été amis à l'époque des spectacles, des cabarets, du cirque, mais à la fois il est devenu après leur masseur, à la fois pour Yuki, puisqu'on le voit dans le dessin, mais aussi pour Fujita. Histoire d'amour, mais aussi témoignage d'une grande amitié, cette œuvre a encore quelque chose à nous dévoiler. Car en cherchant dans les archives, nous avons retrouvé ces photos de Fujita, Yuki et leur masseur Louis Moulin en pleine séance d'exercice dans la maison louée par le peintre près du parc Montsouris à Paris. Des clichés qui évoquent un tournant créatif important pour l'artiste, selon la grande spécialiste de Fujita, Sylvie Buisson. Ce dessin s'inscrit dans une période bien particulière qui est justement l'étude des corps. Fujita prépare à cette époque-là un triptyque qui représente des athlètes, des hommes et des femmes en train de lutter, etc. C'est la quintessence en fait de ce que Fujita imagine comme l'idée du corps idéal. Tout est un peu exagéré d'ailleurs. Hein. Tout d'un coup, le Yuki d'ailleurs est presque musclée dans ce dessin alors qu'elle ne l'est pas réellement. Elle est plutôt enveloppée, elle a un très beau corps mais un peu enveloppée. Là, il l'a musclée, un peu à la manière du Titien par exemple. Hein. C'est-à-dire que c'est un corps très classique. Par contre, le personnage masculin a un côté beaucoup plus moderne. C'est ce contraste qui est intéressant dans ce dessin. Si Fujita n'a peut-être jamais réalisé de tableau à partir de notre dessin, c'est que peu de temps après, Yuki s'engage dans l'aventure surréaliste et tombe amoureuse du poète Robert Desnos. Un élément perturbateur qui s'installe véritablement dans la vie du couple, aux grandes dames du peintre japonais. Il y a une promiscuité, il y a une vie à trois pendant à peu près 2 ans, qui va en même temps être possible et en même temps faire souffrir Fujita terriblement, à tel point que quand il quitte Yuki, c'est parce qu'il ne peut plus peindre, il ne peut plus dessiner. Comment voulez-vous qu'un artiste puisse vivre sans sa peinture? C'est pas possible. La situation est tellement douloureuse que l'artiste largue à nouveau les amarres en 1930 et s'embarque pour un voyage de 2 ans avec un nouveau modèle, une danseuse prénommée Madeleine. Ainsi finit l'histoire de Yuki et Fujita. Et il ne nous reste plus qu'à retourner une dernière fois auprès du commissaire-priseur afin d'assister au dénouement de la vente. 7 500, 17 500, 18 000, 19 000, 20 000, 20 000 euros. Ça vaut mieux que ça, hein. C'est dommage, je voulais pas essayer un petit peu au-dessus quand même. On est encore en dessous de l'estimation. C'est 500. Non, nous sommes à 20 000 euros, sans regret. Une fois, 2 fois. Et malheureusement pour notre œuvre, personne n'ira plus loin.
tableau n'a pas été vendu. On a eu des enchères, mais c'est resté malheureusement en dessous du prix fixé d'un commun accord avec le vendeur. C'était un prix qui nous semblait à l'origine correct et tout à fait conforme à la qualité de l'œuvre. Après, c'est vrai que c'est une œuvre très pointue, donc c'était pas forcément tout public et pas forcément facile à vendre. C'est plus muséal que grand public. Après, une vente, c'est aussi un instant T. Donc aujourd'hui, on l'a pas vendu. Il se peut qu'à un autre moment, on le vende aussi. C'est aléatoire. C'est un instant très réduit. Donc parfois, il y a l'acheteur et parfois, il n'est pas là. Oui, et rassurez-vous, dès le lendemain, ce fameux acheteur va bien se manifester et emporter notre beau dessin.